Bonjour à tous, les dettes de la zone euro sont explosives, la croissance est en point mort et les taux d'intérêt sont manipulés. Il est donc important de fuir la zone euro. Justement, tu nous expliques ça depuis plus d'1 an et c'est bien sympa, mais au final ça veut dire quoi exactement? Je suis pas non plus un expert de la finance et j'ai vraiment l'impression que c'est un coup à se faire plumer tout ça. Dans cette vidéo, je vous propose de poser les bases pour comprendre où sont les risques et comment faire pour investir en dehors de la zone euro. Allez, c'est parti! Fuir l'euro signifie que vous allez investir vos sous à l'étranger. Pour rappel, il y a 3 grandes classes d'actifs. Les actions, que vous connaissez tous, les obligations et les devises. Ouais, en économie, les monnaies étrangères, on appelle ça des devises, c'est comme ça. Dans tous les cas, et quoi que vous fassiez, vous allez donc courir un risque de change sur la valeur même de la monnaie. Hop, pas si vite, un exemple serait bienvenu quand même. Je suis pas trader moi. Par exemple, admettons que vous ayez 100 € et que vous vouliez investir dans une action Microsoft qui coûte 114 $, puisqu'elle est cotée en Amérique. Pour faire simple, admettons que 1 € égale 1,14 $ de taux de change. Vous allez donc transformer vos 100 € en 114 $, et avec ces 114 $, vous achetez votre action. Vous n'avez donc plus d'euros, mais vous avez 114 $ sous la forme d'une action Microsoft. Hey, cool! 6 mois plus tard, vous vous rendez compte que l'action Microsoft vaut 116 $, donc vous avez gagné 2%. Si vous reconvertissez à l'inverse vos 116 $ en euros, si le taux de change est resté le même, vous obtenez 116 divisé par 1,14, soit 102 €. Vous avez donc bien gagné 2%. Par contre, si le dollar a perdu de la valeur face à l'euro et que son taux de change est de 1,17, à 1,17, vous avez bien perdu de la valeur en dollars parce que pour 1 €, vous avez plus de dollars. Donc ça veut dire à l'inverse qu'un dollar achète moins d'euros. Lorsque je vais transformer mes 116 $ en euros, je fais donc 116 divisé par 1,17. Et à ce moment-là, je me retrouve avec 99 €, soit 1% de perte. L'action Microsoft a progressé de 2% et j'ai perdu 1% parce que dans le même temps, la monnaie américaine s'est dépréciée de 3%. Ouais, c'est moche. C'est pour ça qu'on m'a toujours dit de pas jouer à la finance internationale. Déjà, tout le monde me dit que la bourse c'est un truc plutôt hasardeux, alors si en plus on en rajoute une couche d'incertitude avec les taux de change, franchement, autant aller jouer au casino, hein, au moins c'est marrant. En fait, la variation du taux de change est beaucoup moins hasardeuse que la valeur des actions en général, parce que pour des raisons structurelles, ce sont deux choses vraiment différentes. Une action, quand vous l'achetez, ça consiste à faire un pari sur l'avenir en se disant « cette entreprise, elle va créer de la richesse, donc je pense qu'elle vaudra plus demain ». La monnaie, c'est pas du tout ça. Le taux de change, il permet d'équilibrer les échanges entre deux pays pour arriver à un équilibre. Prenons un exemple. Vous prenez 2 pays qui ont un taux de change équilibré. Ensuite, vous détruisez 50% de la richesse dans chacun des 2 pays. Les deux se sont appauvris. Pour autant, comme l'équilibre est toujours respecté, le taux de change, lui, il n'a pas changé entre-temps. Attends une minute, t'es en train de me dire qu'on peut prévoir l'évolution des taux de change? Mais attends, parce que moi, ce que j'ai vu plutôt, c'est qu'un tas de mecs avaient essayé de spéculer sur les monnaies et qu'au final, ils se sont fait plumer, mais quelque chose de fantastique. D'ailleurs, ça avait été quand même assez retentissant. L'arnaque dont tu parles est basée sur le marché du Forex. Et effectivement, le Forex, c'est un marché qui permet de vendre et d'acheter des monnaies. Cette technique de trading à très court terme, dont on voyait même les publicités sur des panneaux 4x3 dans les rues, consistait à faire de la spéculation sur les variations à très court terme sur le marché des changes pour essayer de grappiller des sous par-ci par-là. Et effectivement, l'AMF a montré dans une étude des débuts des années 2010 que 90% des gens qui s'étaient lancés dans ces techniques de spéculation avaient perdu beaucoup d'argent. Non, moi je ne parle pas de ça, je parle de la variation des taux de change à long terme. Comment ça? Le rôle du taux de change est d'équilibrer les échanges entre deux pays pour que le commerce puisse être durable. Prenons un exemple. Si le Japon exporte beaucoup plus aux États-Unis que les Japonais n'importent de produits américains, alors il va y avoir une demande en yens pour acheter les produits japonais aux États-Unis qui va augmenter. Cette demande du yen va le faire monter naturellement. À un moment donné, le yen deviendra tellement cher que les États-Unis vont limiter leurs importations en provenance du Japon. Et c'est de cette façon qu'au final, la balance des échanges entre le Japon et les États-Unis va s'équilibrer. Mais alors, pourquoi est-ce que les monnaies fluctuent autant?
Alors oui, il peut arriver que les fluctuations entre deux monnaies puissent être importantes, mais en général, plus on observe des pays avec des économies importantes et développées, plus ces tendances se développent sur le long terme. Mais c'est vrai qu'on n'atteint jamais un état d'équilibre parfaitement stable. En général, à un moment, le yen va être surcoté, et puis le moment d'après, ce sera le dollar, et au final, ces deux monnaies vont évoluer l'une par rapport à l'autre autour d'un point d'équilibre. C'est un peu comme une valse, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. C'est beau. Mais alors du coup, on regarde l'évolution du taux de change à long terme, et puis on sait prédire l'avenir. Magnifique. Eh ben, en fait, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça en réalité. Comme bien souvent en économie, quand on parle de la valeur d'une monnaie, il faut prendre en compte l'inflation pour pouvoir comparer des choses homogènes sur le long terme. Il faut donc ajuster le taux de change du pouvoir d'achat de chacun des deux pays que l'on observe. Dans le fond, le principe est tout simple. Admettons un Américain qui regarde combien coûte une nuit d'hôtel au Japon dans un endroit où il veut partir en vacances et il veut comparer les deux pouvoirs d'achat. Eh bien, s'il trouve que la nuit d'hôtel au Japon coûte 5000 yens et que dans son patelin à lui aux États-Unis, la nuit d'hôtel coûte 60 $, il se dit que son pouvoir d'achat de 1 $ là où il habite aux États-Unis sera d'à peu près 83 yens dans l'endroit où il veut partir en vacances au Japon. Je prends l'exemple d'une nuit d'hôtel parce que globalement on peut se dire que le prix de la nuit d'hôtel reflète à peu près le coût de la vie là où on veut partir. Mais le plus important, c'est que quand je regarde le taux de change, eh bien je vois que 1 $ égale 108 yens. Ah oui, alors si on admet que le prix de la nuit d'hôtel représente plutôt bien le coût de la vie, à ce moment-là, le gars, l'américain, il va aller au taux de change, il va avoir 108 yens pour 1 $. Et puis quand il va payer sa nuit d'hôtel, il va se rendre compte qu'au final, il paye 83 yens pour 1 $. Et du coup, il est plus riche. Ouais, c'est pas con. C'est ça. Du coup, il ne faut pas penser en taux de change, mais en parité de pouvoir d'achat. Quoi? Dans notre exemple tout simple, 108 yens par dollar, c'est le taux de change, et 83 yens par dollar, c'est la parité de pouvoir d'achat. Alors attention, quand on veut faire des comparaisons internationales pour faire de l'investissement à l'étranger, on va pas s'en référer au prix de la nuit d'hôtel, mais à l'indice des prix à la consommation, en France notamment, qu'on appelle plus couramment l'inflation. Et il y a des instituts statistiques qui passent leur temps à calculer les indices des prix à travers toute la planète et à vous donner des taux de parité de pouvoir d'achat. C'est comme ça que l'on sait que début 2018, la parité de pouvoir d'achat avec le yen était de 83, tandis que le taux de change était de 113. Et comment on peut savoir si ça va augmenter ou si ça va baisser cette affaire-là ? Comme on a dit que les monnaies s'ajustaient sur le long terme, il suffit de regarder ce qui se passe sur 4 ou 5 décennies, et alors là, tout s'éclaire. Ah ouais, fastoche alors. Tu fais un logiciel là qui calcule tout ce merdier là, et puis quand c'est pas cher, quand c'est en bas t'achètes, et puis quand c'est cher et que c'est en haut, tu vends. Et puis du coup, t'as même pas à réfléchir, c'est du tout cuit. Attention quand même, parce que tout ça n'est pas sans risque. Et si j'ai pris le cas du Japon, c'est typiquement parce que c'est un cas de conscience actuellement pour moi. Objectivement, avec les données que je vous montre aujourd'hui, le yen n'est pas cher. Mais, on sait que d'ici 40 ans à peu près, le Japon va perdre jusqu'à 1/3 de sa population, ce qui est une transformation fondamentale et majeure pour un pays. Toute la question est de savoir comment le Japon va s'y adapter. Est-ce qu'il va réussir à augmenter sa productivité pour compenser et s'en tirer royalement, comme le pense Charles Gave notamment, il l'a écrit dans plusieurs articles, ou alors, est-ce que le Japon n'arrivera pas à relever ce défi démographique? Et à ce moment-là, si le yen est sous-évalué par rapport au dollar, c'est parce que, peut-être, que les marchés anticipent un effondrement quelque part de l'économie japonaise comparativement à l'économie américaine. Attention, on avait fait une vidéo sur le Japon pour dire que c'était top moumoute, elle est juste ici. Pour le Japon, la partie n'est pas perdue d'avance. Charles Gave explique très bien que le Japon peut voir sa productivité augmenter grâce à la révolution robotique et qu'il peut aussi traiter sa dette de façon originale par rapport à nos conceptions occidentales. Mais au-delà de ça, ça représente quand même un pari et il faut en être conscient. Pour rester sur notre problématique de parité de pouvoir d'achat, la grande question à se poser est de se demander si les 50 dernières années que l'on regarde représentent bien la même tendance que la décennie à venir. Est-ce que fondamentalement, les équilibres entre les deux économies que l'on observe ne vont pas changer ? Bon, je suis perdu, parce que du coup c'est fiable ou c'est pas fiable? C'est pas quand même plus facile de rester en euros là sans se poser de questions et puis...
Eh ben, c'est là que l'on rentre dans la complexité de notre cruelle réalité. En France, nous savons que nous aurons des problèmes sur la retraite, sur les dettes qui vont exploser. On sait que nous avons des tas de problèmes sur le système bancaire et qu'il y a sûrement des institutions financières en Europe qui vont faire des faillites retentissantes. Donc on ne peut pas dire que garder son argent en euros, chez nous, soit sans risque. Et c'est dans ce contexte-là, si vous vous demandez si la Grande-Bretagne, les États-Unis ou le Vietnam ou que sais-je va mieux s'en sortir que nous, et bien à ce moment-là, vous avez un outil, celui que je vous présente sur la PPA, qui vous permet de savoir si vous êtes dans un bon moment ou pas pour vous positionner sur ces devises. Mais dans tous les cas, il faut bien se rappeler que quand vous faites un investissement financier, tout cela part d'une analyse politique et d'une conviction personnelle. Si vous êtes d'accord avec l'analyse que l'euro va exploser et que la France est mal emmanchée pour surmonter des problèmes monétaires graves et importants, logiquement vous vous dites qu'il est plus intelligent d'aller ailleurs. Si vous êtes un optimiste qui pense que la zone euro va surmonter ses difficultés au travers d'une intégration fédérale, etc., à ce moment-là vous vous dites je suis pas si mal dans ma zone euro et je vais rester en zone euro. C'est pour ça que si ces réflexions vous intéressent, j'ai écrit un guide qui est une formation sur 7 jours qui vous permettra de poser les bases de votre réflexion et de structurer un peu vos objectifs. Et puis j'en profiterai au cours de cette formation pour vous faire une proposition commerciale puisque j'écris une lettre d'investissement avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave. Dans le premier numéro de ces lettres, par exemple, je vous donne tout le détail des calculs pour faire des analyses en parité de pouvoir d'achat et puis je vous donne aussi mes recommandations pour investir à l'étranger si c'est ce que vous souhaitez faire. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide des meilleures stratégies d'investissement de ceux qui ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.